Salut les gens, je suis allé au Sénégal. Ah, je vous passe l'aéroport, c'était trop bien. Alors dès le premier jour, je me suis retrouvé avec Thierry sur l'île de Gorée. Là-bas c'est Dakar. Et là c'est l'île de Gorée et c'est magnifique en fait, on se promène. Des petites rues, un petit village, les belles couleurs, il fait chaud, il fait beau. Je savais pas trop à quoi m'attendre en fait. Eh bien, l'île de Gorée, c'était le point de départ des esclaves pendant 300 ans. Donc, il y a la maison des esclaves qu'on peut visiter. On voit les prisons dans lesquelles étaient gardés les gens. Ils étaient sélectionnés pour être envoyés aux Amériques. C'est très glauque, mais on a le devoir de se remémorer tout ça. Les cellules des jeunes filles, les cellules des enfants. Ils étaient séparés, ça devait être horrible. Là, c'était les entraves pour la tête, les mains, les pieds. Ils ne pouvaient pas s'enfuir ou même nager, ils coulaient, quoi. Parce qu'après, donc, ils devaient rejoindre le bateau, voilà, c'était le ponton. Il n'y avait pas le mur de sûreté qui a été mis un peu plus tard, mais imaginez qu'ils devaient rejoindre un bateau qui mouillait à quelques encablures, en chaloupe. Ils ne pouvaient pas s'enfuir, ils ne pouvaient évidemment rien faire, quoi. Ils étaient condamnés. Alors il y a une partie explicative, voilà, combien de temps ça a duré, qui en a profité, comment ça s'est passé. L'esclavage est l'acte de posséder un autre être humain. Être réduit en esclavage, c'est être considéré comme un bien appartenant à une autre personne. Presque toutes les sociétés ont pratiqué une forme ou une autre d'esclavage, mais l'esclavage alimenté par la traite transatlantique des esclaves signifiait que les corps, le travail, les familles, les enfants, la foi et tous les aspects de la vie des Africains étaient contrôlés par une autre personne pendant toute leur vie et celle de tous leurs descendants. Bon, je voulais pas plomber l'ambiance d'entrée, mais enfin, je pense qu'il fallait parler de ça. C'était aussi la chronologie de mon voyage, c'était le premier jour. Voilà, l'île de Gorée. Bienvenue au Sénégal. Ici c'est le pays de la Teranga. Alors la Teranga c'est l'accueil de l'étranger. Et au Sénégal c'est très important. Même si on n'a rien, on se doit d'accueillir l'étranger et de lui faire découvrir le pays, de bien l'accueillir. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et voilà, c'est parti. Bon les amis, voilà un petit peu le contexte. Ce sont les rues de Dakar le week-end de l'élection présidentielle. Donc la ville s'était un petit peu vidée quand même, hein. Il y avait beaucoup moins de monde que d'habitude. Là on va tout de suite retrouver mon hôte Thierry qui m'a invité chez lui pendant une semaine et qui a tout organisé le voyage, d'aller rencontrer les apiculteurs, vous allez voir, en Casamance et puis dans d'autres parties du pays. Franchement fabuleux. On va tout de suite le retrouver pour qu'il nous explique un petit peu Apis mellifera dansoni, l'abeille qui est sur place là-bas. Et puis après on refait un petit coup de voyage pour aller en Casamance et c'est là que va vraiment débuter le voyage aux abeilles. A tout de suite. Ils sont pas contents les moutons. Elle est froide, non, elle est très froide. Je disais, ouais. Après ils sont nickel. Bah ouais, ils sont nickel.
Le bain du dimanche. Oh la vache. Il y a un qui était dedans là. Ah, puis là, au milieu, là, t'as des cailloux, t'as des gros cailloux, là. C'est quand même... vaut mieux être sur la vague un peu plus haut, parce que là, c'est... Waouh. C'est parti, et bien Thierry nous fait un petit topo sur l'abeille à Dansonny, puisqu'on va la voir dans cet épisode, nous parler un peu de l'abeille, de son aire de répartition et tout ça, parce que, on peut le rappeler quand même, tu es spécialiste. Je suis entomologiste. Entomologiste. Alors rappelle-moi un petit peu ton travail quand même. Ouais, moi je travaille au CIRAD, qui est le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Je suis entomologiste, donc je m'intéresse aux insectes ravageurs des cultures et donc à toutes les méthodes alternatives aux pesticides pour lutter contre ces ravageurs qui sont particulièrement importants en zone tropicale. Ouais, ok. Donc je suis basé à Dakar depuis 6 ans. Ok. Et puis alors, qu'est-ce qui t'a rapproché de l'abeille? Moi je suis apiculteur depuis 30 ans, j'ai mon petit rucher en France. J'avais abandonné un peu l'activité parce que j'ai pas mal voyagé. Et au Sénégal, depuis quelques années, là, je me suis intéressé à l'abeille africaine. Au Sénégal, on a l'abeille Apis mellifera dansonny, qui est une des 25 sous-espèces d'abeilles Apis mellifera. C'est une sous-espèce qui est distribuée essentiellement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, donc du Sénégal jusqu'à l'Angola à peu près. Et c'est une abeille, comme vous l'avez vu ou vous le verrez dans les images, qui est particulièrement agressive. C'est sa première caractéristique. Ouais. Ce qui sans doute est lié à une protection exacerbée contre les agresseurs de la ruche. Elle est agressive, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Et tu disais agresseur, rapidement, on a quoi? On a un tas de bestioles. On voit aussi à un moment donné le grillage contre les salamandres. Là, oui, alors il y a tous les lézards, il y a des oiseaux qui sont prédateurs, les guêpiers par exemple, qui sont prédateurs d'abeilles. Tu as les fourmis, les termites, enfin il y a une grosse pression sur la ruche, les petits rongeurs aussi qui rentrent dans les ruches. Elle a aussi cette particularité, cette abeille, de pouvoir de déserter la ruche. Nous, ça ne nous arrive pas. Alors c'est ce que j'allais y venir dans les aspects un peu moins intéressants de cette abeille-là, c'est que c'est une grosse essaimeuse. Oui. Donc dès que les ressources sont abondantes, ça sème pour se reproduire. Et puis c'est une déserteuse aussi. Peut-être qu'on n'a pas ça sur l'abeille européenne, mais ici, elle est super opportuniste. Donc dès que les ressources se font un peu rares, ou que la colonie est embêtée par des parasites ou des prédateurs, elle est capable d'essaimer. Ouais. Tu peux par exemple, déserter. Autre particularité de l'abeille à Dansonny, c'est qu'elle est très travailleuse. En fait ici on a les ruches, les abeilles qui quittent la ruche très tôt le matin, à peu près 1 heure avant le lever du jour. Souvent sur les lumières en ville on retrouve des abeilles qui sont un peu désorientées. D'accord. Elles quittent très tôt la ruche parce que en fait leur rythme est calqué sur la sécrétion de nectar par les plantes. Ici les plantes sécrètent souvent le nectar le matin et le soir pour limiter l'évaporation dans la journée. Donc fait piquer. Les abeilles se sont adaptées et partent très tôt avant le lever du jour et souvent reviennent la nuit aussi. Ah ouais. Alors ça, c'est pas du tout le cas d'Apis mellifera chez nous. Non. Ça c'est intéressant quand même comme comportement. L'après-midi, on trouve les abeilles qui sont essentiellement à la récolte d'eau. D'accord. Elles se consacrent à la récolte d'eau pendant les heures chaudes. Alors on rigole parce que je signalais que là, en discutant, j'avais pas vu les abeilles ventiler. Ventiler comme on voit les nôtres le faire, quoi. Et Thierry me dit, bah non, mais il fait pas chaud. Alors, bon... On est quand même en short, en tongs, il fait super bon. Quoi. Mais c'est la saison froide quand même. Et c'est l'hiver. En fait. Il faisait 18 ce matin. Pour les abeilles ici, c'est pas chaud. Alors qu'en fait, au mois d'octobre, tu me disais, c'est infernal. Au mois d'octobre, tu montes à 30-35, mais c'est très humide quoi. En fait. Mais là, au mois d'avril-mai, tu peux monter à 40-45. Ok. Alors ça y est, départ pour la Casamance,
A noter que j'étais vraiment là-bas en plein milieu de la saison sèche, 15% d'humidité à peu près. Là, regardez ce beau ciel bleu africain, et bien en fait, on ne le voyait jamais depuis le sol parce que il y a un vent puissant qui s'appelle l'harmattan qui amène sans cesse un vent chaud du Sahara chargé de beaucoup de sable. Et donc c'est particulier, on est toujours dans ce nuage de poussière, on a plein les cheveux, le nez, tout ça. Ça m'a fait bizarre en fait de voir le ciel bleu depuis l'avion quoi. Et voilà. Donc là c'est l'arrivée en Casamance, on voit la mangrove déjà où on va aller. Là il y a quelques rizières aussi en dessous. Très sec à ce moment-là. Hein. Je vais vous montrer une photo pour comparer avec la période des pluies. Et puis là voilà, c'est quand même beaucoup plus vert que vers Dakar dans le nord. Ziguinchor. Alors on n'était pas arrivé aux ruches pour autant. Après s'être ravitaillé en carburant et tout ça, il nous restait à peu près 1 heure, 1 heure et demie de route et de piste. On a traversé le fleuve Casamance. On a fait une course de voiture. On a fini premier. On a fait une course de moto aussi. Et puis il y a un bus qui faisait la course tout seul. Alors, pour vous dire qu'elles se méritent ces ruches, on est passé par toutes les pistes. Les manguiers étaient en fleurs. Les fromagers, les baobabs avaient perdu leurs feuilles. Et enfin on est arrivé. Alors voilà, là on est arrivé enfin à l'embarcadère et ces pirogues allaient nous permettre d'accéder au rucher. Donc les pirogues je vous montrerai après, mais il y avait parfois un quart d'heure, 20 minutes, 40 minutes de pirogue. Hein. Donc c'est une toute jeune exploitation apicole professionnelle que je vais vous montrer là. Et puis là encore une fois c'est le contexte. Imaginez on va le voir, le village qui est tout au fond, entouré de forêts. Devant nous au premier plan la rizière et puis je vais vous montrer les photos en période de pluie. Pour voir la différence, c'est la même route, hein. Vous voyez la route à gauche, et bien là elle est à droite, vous voyez, c'est exactement le même coin, avec derrière nous donc la mangrove. Bon, je vous montrerai les voyages en pirogue après, là on va attaquer tout de suite aux abeilles avec l'équipe des miels de Casamance. Alors pardonnez-moi le côté technique, mais entre les abeilles, le vent, le son est pas toujours terrible, j'alterne entre des prises de vue au rucher et en interview, c'est parti. Alors voilà, on est avec l'équipe du miel de Casamance, avec à gauche Kanté, Monsieur Abeille. Au milieu, il y a Arnaud, breton et casamançais. Et puis à droite, il y a Blindé, l'homme fort. Alors, ça s'appelle Djibril Sonko. Djibril Sonko. C'est de bonnes colonies. À partir du trou de vol, c'est de bonnes colonies, tu vois pas. Oui, parce qu'il y a de l'activité. Voilà, elles sont vraiment en activité. C'est un rucher de 10 ruches. Oui. Toujours 10 ruches? 10 ruches. Tous les ruchers que j'ai fait, c'est 10 ruches. Et parce que il faut pas mettre plus de ruches ou quoi? Pourquoi? Bon, moi j'ai préféré mettre 10 ruches pour ne pas que les abeilles aient une concurrence sur... d'accord. Qu'elles aient chacune assez de ressources, oui, d'accord. Voilà, qu'ils aient assez de ressources à manger. Moi, ici, il faut essayer d'ouvrir la pousse. J'arrive. Je m'étais accroché dans une broche. Tu vois, quand j'ouvre et que je constate que les abeilles sont là en haut, tu vois. Eh oui. Je me dis que ça sort. Ouais. Elles travaillent. Les autres, une ruche, quand tu ouvres et que tu ne vois pas les abeilles en haut, parce qu'il y a du travail en bas. Elles travaillent d'abord en bas avant de venir en haut. Oui, d'accord. Voilà. Et là, c'est la guerre. C'est la guerre. Alors, je ne sais pas si on entend encore quelque chose au micro. On verra bien. Elles attaquent à fond.
Oh, sur la caméra, c'est infernal. Regarde. Ce qui est impressionnant, c'est le recrutement. Oui. Parce que là, vous avez ouvert 2 secondes. Oui. Il y a quelques abeilles à sortir et là, elles appellent les autres arrivent. Donc là, c'est Apis adansoni, vu la virulence. Apis mellifera dans son nid. Plus petite taille, elle fait beaucoup de miel. Hein. Alors tu fais des ruchers de 10 ruches, et puis tu as beaucoup de ruchers comme ça? Oui, j'en ai 7. 7. Ah oui, 70 ruches, Oui, c'est ça? 70 ruches avec des roses. Et ça fait beaucoup de miel par ruche? Oui, je peux avoir 15 kilos par ruche. Au minimum. 15 Ok, kilos par ruche. ok. Et alors le côté sympa, c'est venir récolter le miel. Ici, le ramener à la pirogue qui est là. Ouais, c'est chaud, hein. Avec, vous faites ensemble. Ouais. Ouais, on fait ça ensemble et on fait ça la nuit, donc c'est un peu compliqué parce que bah, le terrain est, on est sur une vase quand même. Ouais, une belle vase. Là on a de la chance parce que bah, la marée est haute, mais des fois il y a un talus de vase à monter. Et après il faut trimballer dans toutes les caisses, une à une dans la pirogue. Ah ouais, c'est chaud, hein. Et la pirogue n'est pas stable non plus, donc c'est vraiment de l'apiculture lacustre. Ouais, exactement. Il n'y a pas de risque d'inondation ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Elles sont à bonne hauteur? Ouais, Je les regarde là attaquer la caméra, elles sont belles, hein. C'est les mêmes mais en petit puis plus vif. Donc là on constate que il y a des grains de sel sur les feuilles puisque c'est la transpiration des palétuviers. Ouais. Ils exudent le sel en permanence pour pouvoir vivre dans l'eau salée. Voilà, parce que tout là c'est de l'eau salée, hein. Oui, on n'a pas précisé, mais... Comment tu dis, Kanté? Les abreuvoirs. Ah oui, d'accord, t'amènes de l'eau. Oui, j'amène tout le temps de l'eau. Oh là là. Là, on l'a amené le vent et tu vois le niveau de l'eau. Il y a un deuxième qui est là-bas, qui est pratiquement fini. Ouais, d'accord. 40 litres, pratiquement en 4 jours, 5 jours. 40 litres en 4-5 jours pour 10 ruches. Oh, c'est fou, quoi. Dans chaque rucher, c'est comme ça. Chaque rucher, mais c'est un boulot de dingue, quoi. Je sais. Non, mais moi je rigole avec mes ruchers où j'amène les bonbonnes d'eau et tout. C'est de la rigolade à côté, quoi. Et là, la température, il fait combien? 35? Un peu moins? 30? Ouais, enfin, c'est bien assez pour moi qui arrive du Jura, là. Allez. Eh bien, alors, allez-y, parlez-nous de l'exploitation des miels de Casamance. Je me rapproche un petit peu. Bon, les gens, excusez-moi, et puis aussi Kanté, Arnaud et Djibril, il y a vraiment des gros soucis de son avec le vent. J'ai 3 micros qui ont enregistré la conversation, là, et ça le fait pas, quoi. Donc, on y va comme ça, tendez l'oreille, j'essaye de couper ce qui est inaudible, ou de sous-titrer, voilà, on s'arrange. Allez. Ouais, puisqu'en fait, on va dire que j'ai initié l'idée suite à une campagne de reboisement et de travail dans la mangrove en 2014 où j'ai rencontré Kanté. Il s'agissait alors de s'occuper des mesures de reboisement de mangrove. Donc j'ai découvert ce milieu et c'est un milieu très riche, un écosystème vraiment remarquable, mais qui se prête assez peu aux activités humaines, mis à part la pêche et la cueillette d'huîtres. Et donc je me disais que ça serait sympa si on pouvait utiliser de façon équitable et durable ce milieu pour y faire quelque chose. Je me suis dit tiens, pourquoi on n'essaierait pas de faire un produit d'exception, un miel rare. Tu étais apiculteur aussi? J'étais pas apiculteur, mais ouais. J'ai fait des études dans l'environnement et donc depuis tout le temps je suis très sensible à toutes les questions environnementales. Ouais. Et c'est un peu une reconversion professionnelle aussi, c'est-à-dire que voilà, je suis revenu à mes premières amours que sont la nature et notamment la nature casamançaise au Sénégal qui est extraordinaire, qui est verte, qui est riche. Ouais. Et avec aussi bien sûr beaucoup d'affection et pour les gens de ce pays qui sont des diolas, qui sont encore souvent animistes, qui respectent énormément la nature. Donc, ouais. C'est vraiment une région, un pays de cocaïne pour moi. Ouais. Du coup voilà, l'idée était lancée. Avec Kanté on s'est lancé un peu dans la bataille sans savoir où on allait, mais bon finalement aujourd'hui au bout de 3 ans et demi on est à notre 3e mielé, on attaque la 4e. Ok, c'est la 4e année alors. 4e année, voilà. Donc, on a tout mis en place, bien sûr les aspects techniques dont Kanté va vous parler. Moi je me suis plus occupé de la partie administrative, gestion, commerciale, marketing. Ouais. Et aujourd'hui donc on est passé de 150 kg première année à, on espère
activité qui démarre un petit peu quand même, quoi. Une activité Par qui contre, démarre. vous êtes les seuls à faire ça, hein. Ah, on est les seuls à faire un monofloral Palétuvier. de palétuvier, puisque nos ruches sont loin en mangrove. Ouais. Donc ça, ce sont des miels qui sont analysés. Vous êtes même certifié bio. Voilà. J'ai vu Donc, ça. j'ai tenu aussi à aller vraiment au bout de la démarche d'un miel rare et unique et très qualitatif, donc en allant jusqu'au label bio, puisque ici, dans la mangrove, il n'y a aucune activité humaine, donc, mais bon, pour le consommateur, c'est important d'être certifié et puis d'apporter la preuve qu'on fait un bon boulot et que vraiment c'est un miel irréprochable à tout point de vue. Et je témoigne de ça, hein. Punaise. Le miel est excellent. Et donc en démarrant, on s'est rendu compte aussi avec un peu de bonheur qu'on pouvait faire deux mielées, c'est-à-dire une mielée de nectar récoltée au mois d'avril et une mielée de miela récoltée au mois de juillet. Donc avec deux miels typés palétuvier mais quand même différents. Ça c'est excellent, ouais, d'accord. Sans bouger les ruches donc. Sans bouger les ruches. Alors justement, si on parle un petit peu des ruches, voilà, on va peut-être c'est la parole à Kanté. C'est Maître Kanté qui va nous dire. C'est Ibrahim Kanté, je suis le responsable de production de miel de Casamance. Oui. Je suis le responsable technique. Maintenant, je vais vous expliquer comment je produis ce miel. Ouais. Je fabrique d'abord les ruches avec mes menuisiers que j'ai formés à Ziguinchor. Après la fabrication, je les équipe en cire. Avec des batteries, je fabrique des cadres comme on connaît, quoi, en fait, avec les feuilles de cire. Avec des cadres, je fais des feuilles de cire et puis je les fais monter dans les cadres avec une batterie. Ouais. Bon, je suis accompagné de Djibril Songo, qui m'assiste souvent sur le terrain et là je vois qu'il a compris maintenant le travail. Bien sûr, il faut apprendre. Maintenant, après avoir équipé les cadres en cire, on met tous les cadres dans les caisses et on met dans la forêt. Ok. Dans la forêt, on place des ruches et là, les abeilles, les essaims viennent y habiter. Ok, tout seul. Tout seul. Okay. Chaque semaine, on descend sur le terrain pour des contrôles. Pour vérifier, pour voir s'il y a une colonie qui entre. Et si on constate que la colonie est faible, on fait des jumelages. Des jumelages, oui, ok. On les regroupe pour avoir une colonie forte. Sans recherche de reine. Sans recherche de laine. Tu laisses se débrouiller. On les laisse se tuer. Ok. Maintenant, la meilleure reine va tuer les autres et occuper la colonie. Ok. Maintenant, on laisse les caisses sur le continent et attendre la saison, la période de floraison, des palétuviers. Donc juste avant, ils sont en forêt en fait, quoi. Voilà. Ils sont en forêt. Ok. Maintenant, si la saison commence au niveau de la mangrove, on amène les ruches. Les ruches qu'on a laissées dans le continent, on les amène. Ok. Maintenant, si on constate qu'il y a une caisse qui a du miel, des traces de miel, on récupère ce miel pour éviter à ce que les miels du continent se mélangent avec celui. Donc c'est vraiment un miel de palétuvier, voilà. 100%, quoi. Ouais, miel de palétuvier, okay. 100%. Quand on constate aussi que la période de la floraison tend vers la fin et que les ruches ont bien stocké du miel, on programme le jour de la récolte. Ok. Voilà. C'est une récolte, enfin c'est une mielée assez rapide, c'est quelques jours, c'est... Non, ça prend du temps. Ça prend du temps? Oui, ça prend du temps souvent. L'année passée, on a mis les ruches dans la mangrove le 27 décembre. Ah oui, d'accord. Voilà, le 27 décembre et on a récolté le 27 aussi mars. 25, ah ouais 27 mars. Ah oui, c'est très long. C'est très long. Ok. C'est très long. Maintenant la récolte, bon, on la programme. Quand le jour arrive, on y va dans chaque rucher, on prend les caisses qui ont uniquement du miel. Uniquement du miel, oui, les hausses. Ouais. Les hausses. Ouais. On les récolte. On a vu que tu travailles avec les grilles à rennes aussi, pour empêcher le couvain dans le miel, quoi. Voilà, c'est propre. Quand on vient pour mettre les hausses, on met la grille à reine pour empêcher à la reine de venir pondre en haut. Voilà. Ok. Maintenant, quand on récolte, on prend uniquement les hausses. On nettoie avec des brosses d'abeilles pour empêcher à ce que les abeilles... Amener que les cadres de miel, sans les abeilles. Sans les abeilles. On met les hausses dans la pirogue et on revient. Ouais. Une fois au débarcadère, on embarque dans la 4x4. On amène à pour la transformation dans une unité de transformation de conditions qui respecte les normes d'hygiène. Après, on fait la maturation et la mise en pot et c'est ok. Ok, impeccable. Et puis alors le second miel, c'est le même principe. Mais les ruches restent, ça s'enchaîne tout de suite. Le second miel, c'est le même principe. On laisse les ruches. Oui. Comme la floraison a déjà fini et qu'il n'y a pas de nectar, il y a le miel là.
Ok. En fait, elles vont avoir à manger dans la mangrove, grosso modo, de mi-janvier jusqu'à la fin du nectar au mois de avril-mai. Ouais. Et ensuite, après la première récolte, on va les récolter. On va le faire très rapidement, de façon à ce qu'on les remette en production, puisqu'après on va avoir le miela qui va arriver. D'accord. Et le miela sera récolté en juillet. Et ensuite, la période des pluies arrive, donc là on les rapatrie en forêt, puisque là il n'y a plus rien à manger dans la mangrove. Parce que le miela, oui, c'est fait ici aussi, hein. Oui, d'accord. Le miela est, voilà. Alors c'est du miela, t'as un petit peu de description dessus? Bah, disons qu'il y a un insecte piqueur qui vient Ouais. piquer les branches des palétuviers. Une espèce de puceron comme chez nous ou c'est complètement différent? C'est une cochenille? C'est une cochenille apparemment. Ok. Et donc elle va exuder le trop-plein de sucre Oui, oui. qu'elle va prélever dans la sève. Oui. Et ça va donner un deuxième type de miel. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on a deux récoltes avec deux miels relativement différents. Ok. Un premier qui est un miel de nectar donc très floral, et un deuxième beaucoup plus boisé et d'une couleur plus cuivrée, rouge cuivré. Donc là on est dans un environnement de mangrove. Donc la mangrove, ici on a 7 espèces de palétuviers. Ici majoritairement ce qui va fleurir maintenant c'est la Vicenia, ensuite on aura le Rhizophora, le Conocarpus erectus. Mais l'avantage c'est que on voulait réussir un miel de palétuvier quasiment pur et on y est arrivé puisqu'ici avec l'environnement salin il n'y a aucune autre espèce végétale qui fleurit. Donc, on n'a que du palétuvier qui est capable de donner du nectar. Et la mangrove est un écosystème à part, assez complexe d'accès, hein, on l'a vu, puisque on est sur une vase, Oui. une vase anoxique, hein, qui est d'ailleurs un puits de carbone très important, puisque elle stocke énormément de carbone, tout comme les palétuviers, qui sont des arbres ligneux qui stockent énormément de carbone, jusqu'à 70 tonnes par hectare et par an. Ah oui. Et c'est 7 fois plus que des arbres terrestres habituels. Donc c'est aussi un poumon écologique important. Ok. Et disons que le fait d'y faire de l'apiculture, c'est intéressant parce que c'est un environnement où l'homme n'a jamais trouvé aucune activité à y faire, étant donné la salinité des lieux. Bon, mis à part un peu de récolte de bois ou la récolte d'huîtres, mais en partie extérieure, à l'intérieur des chenaux d'eau. Mais sinon, tout cet environnement est impropre à toute activité humaine, en fait. Donc, d'où l'idée d'essayer d'y faire du miel, et effectivement, ça a fonctionné plutôt bien. Plutôt bien. Avec beaucoup de tâtonnements, puisque on était les premiers à le faire de cette façon-là. Et c'est surtout les difficultés logistiques qui sont importantes avec la mangrove. C'est fou. Avec le bateau, la pirogue, et puis amener beaucoup d'eau toutes les semaines en permanence. Est-ce que les gens qui voient cette vidéo pourront un jour commander du miel du Sénégal via le site Saison aux abeilles? Bien sûr, Ce serait super, ça, dis donc. Bien sûr. En tout cas, proposer ça aux clients, ce serait super. Mais c'est moi qui viens avec mon œil de métropolitain là. Les gars, vous faites un travail de fou, quoi. Ouais, c'est un peu fou. En fait, ils n'ont fait que reproduire ce qui se passe dans la nature. Voilà. Oui. C'est-à-dire que les vieux du village nous racontent que les abeilles quittent la forêt naturellement, lorsque il y a de production de nectar dans la mangrove. Et autrefois s'installaient dans les troncs des palétuviers. On avait des gros palétuviers. Et donc les gens venaient récolter le miel dans la mangrove, dans les troncs des palétuviers. C'était de la cueillette de rayons de miel et ils repartaient avec ça. Et quand il n'y a plus de ressources dans la mangrove, les abeilles désertent et retournent vers la forêt. Donc eux, avec leur caisse, ont reproduit ce schéma-là de préparer les ruches en forêt, de les amener en mangrove pendant la période de floraison. Et on voit très bien l'année dernière, par exemple, que lorsqu'il n'y avait plus de ressources, il y a eu un gap de ressources, les abeilles ont commencé à déserter d'elles-mêmes. Et on s'est retrouvé avec des ruches vides ici et là. Et donc la teigne prend la place. Et ça explique aussi que dès que la colonie déserte, la teigne arrive, et avec les températures qu'on a ici, ça va très très vite. Déjà aujourd'hui, on est quasiment au seuil de rendement.
année. Vous vivez les 3 dessus, hein? Voilà, c'est ça. C'est le but. Et donc, oui, pour le futur, ensuite, ça serait de se moderniser un petit peu, de faciliter le travail. Ça pourrait être d'avoir, au lieu d'une pirogue traditionnelle, ça serait d'avoir peut-être un bateau très adapté à ce genre d'activité qui pourrait être copié sur ceux des ostréiculteurs, par exemple. Oui, un peu comme une barge, oui, tout ça. Comme une barge, voilà. Parce que là, on a bien filmé la pirogue et tout. C'est quand même, imaginez-vous les gens, aller en mangrove. Là, c'était assez long, hein, le rucher numéro 1 qu'on vient de faire. Là, il y avait combien de trajets? Une demi-heure? Ouais, une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure pour 10 ruches, 10 hausses, quoi, en gros, pleines, que tu vas récolter la nuit. Non, mais c'est compliqué, quoi, franchement. Non, c'est vraiment compliqué, mais... ça envoie la chandelle, quoi. Ça envoie la chandelle, on s'est lancé dans ce projet. On ne me dirait pas bien toutes les difficultés, mais aujourd'hui, on sait qu'on peut y arriver et ça peut n'être que mieux avec le temps qui va passer. Et on va trouver des solutions, oui. Voilà. Ça va venir progressivement. Il faudra aussi améliorer le matériel, l'extraction et tout ça. L'essentiel est qu'on ait produit ce miel. Ça marche, quoi. Qu'on le vende, que les clients le trouvent très bon. C'est ça l'essentiel. Peut-être aussi juste dire que ce qui est assez surprenant ici, c'est qu'on n'a pas à courir après nos colonies ni à essayer de les sauvegarder coûte que coûte. Puisqu'en fait, juste avant, à l'automne, octobre, novembre, décembre, on met nos ruches en forêt et le recrutement de colonies se fait tout seul, sans problème. Il y a énormément d'abeilles sauvages. Ouais. Et donc voilà, on ne se préoccupe pas de conserver nos colonies forcément toute l'année. Oui, mais on ne fait pas d'élevage non plus comme on peut faire en Europe. Etc., voilà. Ouais, mais ce serait compliqué avec l'abeille qu'on a vue là. Oui, c'est compliqué avec... il faut faire confiance à la nature, quoi. C'est ça aussi. L'abeille africaine, c'est une abeille qui est vraiment, vraiment sauvage. Ah oui, là pour le coup, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Merci les gars. Bon allez les amis, on arrête là, hein, j'ai peur d'être trop long, et puis le temps de montage aussi qui lui est long. Donc voilà, je préfère qu'on revienne sur quelques points de l'abeille Apis mellifera adansonii la semaine prochaine. Alors on ouvrira une ruche aussi pour voir la tenue de cadre et l'agressivité.
On reviendra un peu dessus, sur cette agressivité, et puis sur d'autres points. Par exemple, la grille à rennes, faite pour Apis mellifera mellifera, utilisée ici pour Adansonii. On reviendra aussi sur le varroa, le nourrissement. Et tout ça, on le verra aussi avec 3 autres apiculteurs. L'un, il a des ruchetrons fermés avec de la paille, et qui a fait un miel exceptionnel. Il faudra que je vous raconte ça. Et les 2 autres qui ont des ruches en ciment. Ils sont à Dakar, autour de Dakar. Voilà. Allez, à la semaine pro, et puis abonnez-vous. Merci.